c'est bon. Bonjour Nicolas. Salut Nelly, Ça va Ça va et toi? J'ai pris mon ticket. Ah, merci. Voilà. T'es prêt pour t'installer dans le roller coaster? Je t'en Je prie. suis prêt. Prends place. C'est maintenant que je lève les bras ou j'attends encore un peu? Tu peux lever les bras. Allez, je lève les bras du coup. Bon, Nicolas, merci de venir dans Merci le roller à coaster. toi, je suis très content. Alors, dis-moi, est-ce que tu es déjà monté dans un roller coaster? Ben, on l'a fait le premier ensemble. Eh oui. La toute première version radio. Enfin, pas radio, podcast. Et depuis? Il s'en est passé? Depuis, je suis pas monté dans un roller coaster. Mais après, la vie d'entrepreneur, c'est toujours une forme d'ascension quoi, en permanence avec des ups et des downs. Donc voilà. Allez, on y va. Est-ce que tu peux redire, pour ceux qui n'ont pas suivi le premier épisode, qui tu es? Alors, je suis Nicolas Lemétrier, j'ai 39 ans, je suis entrepreneur dans la tech depuis une dizaine d'années. Je suis passionné de sport, voilà. Je suis végétarien et j'adore, j'ai 2 chats aussi, j'en parle tout le temps, je sais pas pourquoi, mais je les adore. Voilà. Alors, on a ton dessin là, face à nous. Yes. Le vélo. Ça se mange ou? Ouais, Ok, d'accord. le vélo qui te rassemble et qui te ressemble. Exactement. Alors, ça se voit plus trop maintenant parce que j'ai pris beaucoup de poids comme beaucoup d'anciens sportifs. Mais ouais, donc moi, je suis passionné de vélo. J'ai commencé le vélo tout petit, à 4-5 ans, jusqu'à à partir de 15-16 ans, j'ai voulu en faire mon job. Donc j'ai arrêté l'école, j'ai fait ça jusqu'à à peu près 20 ans. Et je faisais des courses pour essayer de passer pro. Donc 4 années très intenses, c'était du sport de haut niveau, mais j'étais pas professionnel. Donc là, les sports d'endurance comme ça, comme le vélo, ça développe une grosse forme de détermination, d'envie, parce qu'il faut se lever tous les jours pour aller faire dans la semaine 20-25 heures de vélo. Et puis ça a été un peu ma première vraie déception parce que j'ai pas réussi à passer pro quoi. Donc c'était vraiment toi ton ambition au départ, Ouais. c'était sportif. Faire le Tour de France. Ah oui. Ouais. Et donc tu as commencé directement par donc tu as mis de côté l'école ou tu faisais quand même J'ai arrêté l'école à 16 ans. Ouais. J'ai arrêté à 16 ans pendant 3-4 ans. Et c'était vraiment mon rêve quoi en fait. C'était le rêve. Et puis vers 20 ans à peu près, sur l'année des 20 ans, je me suis rendu compte que j'arriverais pas, j'avais plus le niveau. Sur les 3 dernières années, j'arrivais plus à gagner quoi. Et comment tu as Donc, fait justement à ce moment-là, comment tu as géré le fait de voir ton rêve entre C'est dur. Ouais. En fait, c'est super dur. Donc, tu fais ta première saison, tu gagnes pas. Tu repars sur une deuxième. Donc, tu essayes d'améliorer des choses. Tu perds beaucoup de poids. Donc, j'avais un rapport avec le poids, comme beaucoup de coureurs, qui était assez compliqué. Je faisais plus de 17 kilos de moins qu'aujourd'hui, quoi. Donc, c'était un rapport assez compliqué à l'alimentation. Tu sors pas. Donc, tu n'as pas d'adolescence. Tu es dédié, en fait, à ton sport, quoi. Ouais. Donc, tu es dédié, mais tu as ce rêve, quoi. C'est un rêve ouais, de gagner, de faire le Tour de France. En fait, je sais pas, je ne saurais pas expliquer pourquoi j'ai eu ce rêve-là, en fait, mais j'avais cette envie. Donc, j'ai réussi à tenir quand même quelques années. Puis, à un moment donné, quand tu as plus de 20 ans, tu te rends compte que tu as des copains qui commencent à aller faire des stages dans les équipes pro. Et donc, en fait, tu commences souvent par des stages pour ensuite passer pro. Et j'arrivais même pas à faire ça. Donc, je me suis dit, j'arrive plus à gagner, je peux pas faire de stage. En fait, j'ai compris qu'à un moment donné, tu finis par comprendre que c'est mort. En fait, ça va pas être possible. Et donc là, c'est la remise en question. Comment Ouais. tu te comment J'ai tu te badé. sens de ça? J'ai badé pendant 6 mois. Ah Ouais, pendant 6 mois, le vélo, je l'ai posé. J'ai arrêté de faire du vélo. J'ai commencé à prendre du poids parce que je mangeais, en fait, je compensais par la bouffe. Et puis, je pense que je me suis retrouvé à faire à peu près le poids que je fais aujourd'hui, là, 70 kilos. Et j'ai des copains qui faisaient du vélo qui me disaient « Nicolas, t'es gros, faut que tu te remettes au sport ». Donc là, je me suis remis, je suis allé faire un marathon quasiment day one, quoi. Et finalement, je me suis remis au sport, mais par le triathlon. D'accord. Donc j'ai commencé à aller faire des Alpha Ironman, ensuite des Ironman. Je me suis repassionné par le sport et le vélo d'une autre manière. Puis à ce moment-là, je me suis dit « Ok, qu'est-ce que je vais faire de ma vie ?» Donc je suis retourné à l'école. D'accord. J'ai fait un bac en candidat libre. J'ai fait un BTS en candidat libre, j'ai fait une prépa qui m'a permis ensuite d'intégrer l'ESC Lille. Et à l'ESC Lille, j'ai fait du coup un bachelor et un master. Et puis en parallèle, je suis allé à l'IAE de Lille pour faire une maîtrise en sciences de gestion, quoi. Donc tu sors du vélo et là d'un coup tu te dis je prends la direction de l'entreprise quoi. Alors de l'école Ouais. et de l'entreprise et pendant 4 ans, j'ai fait que ça. C'est-à-dire qu'en gros, en fait, quand tu fais du vélo, j'étais un peu en mode machine, quoi. Donc en fait, quand je suis retourné à l'école, j'ai fait pareil.
C'est-à-dire que je me suis dit, je revois personne et j'ai fait que ça, quoi. Il faut comprendre qu'en gros, quand tu passes ton bac en candidat libre, tu n'as personne pour venir t'aider, quoi. Tu fais tout à distance, quoi. T'es pas dans un truc avec une classe haute. Donc tu te dis, je me suis dit, il me faut mon bac. J'avais envie de faire une grande école parce que je me suis dit, j'ai pas réussi dans le sport comme je voulais. Donc je voulais faire une grande école. Donc je me suis déter en fait, quoi. Donc je faisais que ça pendant 2 ans complets. Et puis ensuite, quand j'ai eu le bac puis mon BTS, et ensuite j'ai été intégré en concours passerelle ça s'appelait l'ESC Lille à l'époque, Schema maintenant. J'ai commencé l'alternance. Et là, j'ai fait tout le reste en alternance. Donc, j'ai eu la chance de bosser dans des grosses boîtes comme DHL, Pepsi, Valeo, des grosses multinationales un peu à l'ancienne, mais ultra formatrices. C'est des boîtes qui sont très formatrices. Et puis, j'ai fait du sales. Donc, moi, j'ai commencé comme sales. D'accord. Et en parallèle, du coup, de Donc, tout vente, ça, en vente, voilà. Donc, j'étais commercial, mais j'ai fait... Donc, en même temps que je faisais ça de mon alternance, j'ai des vendeurs chez Boulanger. Donc, je vendais des téléphones, je vendais des costumes. Hugo Boss... à Senlis, le premier gars qui m'avait pris en stage pour apprendre la vente, c'était énorme. Donc j'ai toujours eu ce rapport à la vente, mais qui est arrivé un peu comme ça. Et j'ai commencé du coup ma carrière sur ces postes de télévendeur, ce qu'on appelle maintenant SDR dans le jargon de la Startup Nation. Donc j'ai fait ça pendant longtemps et ça me fait toujours marrer parce que j'ai du coup managé beaucoup d'équipes derrière, j'ai recruté beaucoup de sales. Maintenant les SDR, ils veulent faire ça pendant 3 mois, quoi. Moi j'ai fait ça pendant 1 an et demi. Il n'y avait pas tous les outils comme il y a aujourd'hui, tu vois, Phantom Buster, machin, tous ces trucs. Il n'y avait rien, tu vois, tu avais à peine un CRM. Et les gars, ils te disent, bon, bah vas-y, tu vas faire 200 calls par jour. Donc 200 appels. 200 appels par jour. Maintenant, quand tu demandes à quelqu'un de faire 80 calls, il te dit, non, mais tu comprends, c'est compliqué. C'est pas la même façon de travailler aujourd'hui. Ouais. Et donc là, on est sur la première montée fulgurante. Ouais, bah parce que j'ai appris plein de trucs, en fait, c'était top, hein. Dans ces grosses boîtes, j'ai appris énormément. Très vite, j'ai fait du management. Ça a été très formateur. Ça m'a appris des grosses bases. Donc, je considère que ça a été une super belle école, quoi. Après la désillusion du coup du sport, quoi. Et puis, en fait, je me suis retrouvé à monter une première boîte. Sur ma toute dernière année en tant que salarié, je me suis retrouvé à aller faire une aventure qu'on peut appeler start-up aujourd'hui, qui s'appelait les relais Kiala. Donc, les relais Kiala, c'était il y a plus de 10 ans. Quand tu commandes sur Internet, tu peux te faire livrer dans un relais à côté de chez toi. Et en fait, c'est eux qui ont inventé le click and collect. Donc, click and collect, aujourd'hui, on en a beaucoup parlé pendant le Covid. C'était une technologie qui permettait, en gros, d'utiliser les réseaux des magasins pour faire du multicanal, quoi. Et donc, j'ai fait partie des premiers sales, donc des premiers commerciaux, qui ont vendu ce truc-là, par exemple, à des marques comme Lacoste, Galeries Lafayette, BHP, tout ça. Et en fait, le fondateur de Kiala, c'était Denis Père. Et il avait monté une première boîte il y a genre 20 ans, peut-être maintenant aujourd'hui, qui était une des premières boîtes françaises à avoir été cotée au Nasdaq, donc aux États-Unis, quoi. Donc un entrepreneur ultra inspirant que j'ai eu la chance de rencontrer, parce qu'au tout départ, on était 10-15, quoi, même pas. Et suite à cette aventure, on s'est fait racheter 2 ans après par UPS, un autre acteur dans le transport logistique. Et je me suis dit, ok, il faut que je monte un truc. Donc là, c'était encore, voilà, c'est là où tu as commencé à C'est la dernière expérience professionnelle salariée. Et à ce moment-là, je suis rentré du coup dans l'entrepreneuriat. Donc j'ai fait une première boîte qui était assez traditionnelle en business. Donc c'était des camions électriques. On faisait la livraison du dernier kilomètre dans Paris. Donc on était parti du principe que le plus coûteux en transport, moi je venais un peu du transport avec DHL, Kiala, que la livraison du dernier kilomètre c'était coûteux, compliqué à organiser, pollutif. Donc on a monté ce projet avec des gars que j'avais rencontrés en fait dans mon aventure professionnelle. Ça n'a pas duré très longtemps. 1 an après, on a eu l'occasion en fait de vendre l'entreprise à un logisticien. Donc on a décidé d'y aller, quoi, parce que voilà, on s'entendait pas très bien, quoi. Donc là, tu t'es associé à ce moment-là? Ouais, je me suis associé. Ouais. Première association. Première association. J'étais jeune encore à cette époque, et puis le projet, il a été franchement ultra rapide, quoi. Donc c'était pas la vente du siècle, mais on a appris plein de choses. On est quand même parti d'une idée à avoir des camions, à avoir un hub, à avoir des clients, à avoir des colis, à faire la livraison du dernier kilomètre. Donc c'était super. Et en fait, j'ai rencontré, à l'époque, il y avait un truc dans le sentier, je me souviens plus du nom, un espèce de café, on pouvait aller boire des... Je sais pas si tu connais, je me souviens plus du nom, c'est dommage. Mais il y avait un espèce d'endroit dans le sentier où il y avait plein de startups. Tu pouvais aller boire des coups, tu pouvais aller networker. Je me retrouve à rencontrer, du coup, les équipes de Lydia. D'accord. Et je fais la rencontre de Cyril, donc le fondateur de Lydia.
Et de fil en aiguille, je me retrouve là, du coup, dans la Startup Nation. Alors que ça faisait quasiment 8-9 ans que je bossais que dans des grosses boîtes. Je connaissais rien au monde de la startup, de la Startup Nation, de tout ça. Et je me retrouve du coup à aller bosser tu vois, pour Lydia pour développer toute la partie grand compte et la partie B2B en fait. Donc là, tu repars dans le salariat. Ça a duré 6 mois, quoi, quelque chose comme ça. Et donc, mais je rentre dans cet univers Startup Nation et je me dis, putain, il faut que je fasse quelque chose. Il y a un truc à faire dans la tech. Enfin, c'était super intéressant. Et il y a 10 ans, c'était lunaire, en fait, par rapport à aujourd'hui, quoi. Qu'est-ce que tu entends par ça entre aujourd'hui et... Aujourd'hui, ça a beaucoup changé depuis 2 ans. Concrètement, déjà, les levées de fonds, le rapport qu'on a à la tech. Il y a 10 ans, on donnait quand même une forte place, je trouve, à la tech. C'est-à-dire qu'on était capable d'investir de l'argent. On était capable de comprendre que développer des technologies, ça allait coûter de l'argent, ça allait prendre du temps. Et il y avait vraiment ce truc-là, je trouve, qui faisait qu'il y avait des projets qui pouvaient émerger. Et pour en faire des acteurs, finalement, en France, de la tech, quoi. Et maintenant, même cet environnement, je trouve, depuis 2-3 ans, on demande très vite à aller chercher de la rentabilité, de l'EBITDA positif, ce qui est vachement bien. Mais c'est difficile, en fait, de conjuguer l'innovation, la technologie, l'investissement pour arriver à faire des produits plus ou moins aboutis, quoi. Et ensuite, d'avoir une boîte qui soit rentable. Donc, il y a cet équilibre à trouver, je trouve, maintenant, qui est plus compliqué. Et je trouve que, en fait, je trouve que on est moins créatif qu'avant. C'est-à-dire que très vite, il faut se dire, OK, comment je vais faire du revenu ? Enfin, il faut aller plus vite, en fait. Ça brise la... Moi, je trouve que ça enlève de la créativité. C'est-à-dire que tu te dis pas, genre, tu vas pas te dire, moi, ce qui m'a passionné chez Lydia et après chez YouBooks ou autre, ou même ce que j'ai fait après chez Swan, c'est de se dire comment est-ce qu'on fait évoluer les changements, les habitudes de consommation, en fait. Donc pour ça, faut réfléchir, faut être créatif. Comment est-ce que je fais rentrer un nouvel usage de consommation, par exemple ? Ça prend du temps d'évangéliser un nouveau marché ou autre. Et ça, du coup, quand aujourd'hui, maintenant, on me dit, tu veux faire une levée de fonds maintenant limite, si tu veux pas te faire complètement diluer, on va dire, tu fais combien d'ARR ? Tu dis de revenus récurrents, tu vois, sur ton chiffre d'affaires. Avant de faire du revenu récurrent, il faut que j'ai un produit. Avant d'avoir un produit, il faut que je le développe. Avant de le développer, il faut que je paye des gars pour le faire. Donc, avant tout ça, il me faut de l'oseille. Tu vois ? Donc, on vient dans un modèle traditionnel, presque. Presque, ouais. Avec ses forces et ses faiblesses. Ouais. Moi, il y a des côtés ultra positifs, je trouve, à ça. Mais je trouve que ça enlève un petit peu la créativité qu'on pouvait avoir à cette époque-là parce que c'était beaucoup plus facile de lever. Ouais. Moi, j'ai fait 3-4 levées de fonds. On pouvait lever sur une idée, quoi. Maintenant, on peut lever sur une idée si tu as un track record et si tu as déjà prouvé que tu étais capable de le faire. Je pense que tu peux relever de l'argent. Les gens vont te faire confiance. Sur des thématiques à la mode aussi. Ouais. Ouais, ça, je sais pas. J'aime pas trop rentrer là-dedans, je trouve ça un peu stigmatisant. Il y en a qui essayent d'aller là-dedans. En vrai, je pense que tu peux essayer d'aller lever sur une thématique, un peu la thématique du moment. Mais en réalité, si en face, les personnes, elles pensent pas que tu sois capable d'exécuter, t'as beau arriver sur la thématique du moment, à dire je fais de l'IA ou de la blockchain qu'on a eu pendant un temps ou autre, c'est pas pour autant ça qui va te permettre ou t'assurer de pouvoir lever de l'argent, quoi. Donc là, quand on repart sur ton dessin, on a un premier looping. Premier looping, voilà. Deuxième, du coup, je rentre un peu sur la Startup Nation. Donc, super intéressant. Je découvre une nouvelle industrie, un nouvel univers, des nouvelles façons de travailler. Ouais. Je me souviens très bien d'anecdotes où chez DHL, tu arrives, tu as un service communication, marketing, tu as ton ordi avec tes présentations qui sont faites, tu vas chez le client, tout est fait. Ouais. Tu arrives dans une startup. Tu as tout à faire. Tu es là, tu fais. Et sinon, tu vas faire la presse. Ah ouais ? Mais tu vas te débrouiller, quoi. Enfin, tu fais tout, en fait. Ouais. Donc, c'est des nouvelles façons de travailler, mais trop marrant. Et je trouve, en revanche, que j'encouragerais, tu vois, beaucoup de jeunes qui veulent bosser en startup, d'avoir un parcours avant dans des grosses boîtes, parce que ça te structure et ça te fait gagner du temps pour la suite. Parce que tu es habitué au process, tu es habitué, tu vois, aux méthodologies de travail, tu es habitué au reporting. Aujourd'hui, il faut reporter, il faut mesurer les actions qu'on fait. Donc, quand tu es dans un grand groupe, tu es habitué à ça, en fait, parce qu'on mesure tout. Ouais. Tout le temps. Donc, si tu n'as pas bossé et que tu arrives dans une startup qui n'a pas l'habitude de mettre en place ces usages, en fait, tu es un peu surpris par ça. Et finalement, quand tu as bossé en grand groupe, quand on te dit
fais-moi un compte-rendu de ton activité de la semaine, ça choque personne parce que tout le monde le fait. Et en fait, c'est normal, tu vois. Donc ça te fait gagner du temps pour la suite, quoi. Donc là, tu débarques dans YouBook. Ouais, je rencontre Hélène, du coup, je m'associe du coup avec elle. Elle avait rencontré des difficultés avec d'autres cofondateurs. Bon, ça, c'est un sujet, on pourrait faire une émission que sur les difficultés d'association avec les cofondateurs ou autres. Mais c'est une aventure humaine, hein, c'est comme toutes les aventures. C'est jamais facile. C'est un mariage. C'est même pire qu'un mariage, en fait, parce que tu passes souvent plus de temps avec tes associés qu'avec avec ton copain ou ta copine, en fait. Ouais. Donc, c'est même pire qu'un mariage, c'est encore plus engageant. Et puis, c'est encore plus engageant que tu peux, dans une boîte, engager ta responsabilité civile, personnelle. Ça peut aller très loin, tu vois. Ouais. Donc, si jamais ça marche pas. Donc, non, c'est ultra engageant. Donc là, tu t'associes pour un... On s'associe pour révolutionner le monde de la lecture. J'ai adoré ce projet parce que moi, je suis pas du tout littéraire, quoi. Franchement, j'ai rien, j'ai pas de livre chez moi, tu vois. Mais j'ai adoré la vision d'Hélène, j'ai trouvé ça énorme. Et puis moi, je me suis très challengé par modifier les usages de consommation, je trouvais ça dingue. Donc je me suis passionné par ce projet. L'ambition qui était de créer le Spotify de la lecture. Et franchement, cette boîte, ça a pris du temps parce que ça a duré, je pense, entre 4 et 5 ans. À structurer, à processer, à aller chercher les métriques qui faisaient qu'on a passé la rentabilité ou autre. C'est une boîte qui a été très frugale parce qu'on a fait que 3 levées de fonds au total, peut-être pour, je sais plus, peut-être 3 millions d'euros, quelque chose comme ça. Donc assez frugal pour, sur un projet consumer, hein, B2C, oui. Tu vois, c'est que dalle. Hein. Oui. Et pour autant, on a eu plus d'1 million de lecteurs en France. Donc, tu vois, un beau succès. Et la boîte, pareil, a été rachetée par le leader du coup suédois ou norvégien, un pays nordique, on va dire, qui, lui, du coup, a consolidé en fait un groupe et qui, maintenant, est le leader en Europe de la lecture en streaming. Et ça a été quoi le moment le plus compliqué dans cette revente? Parce qu'il y a un looping, donc il y a eu une en fait, c'est toujours pareil, c'est-à-dire que quand tu revends une boîte, il y a une fin. Et il y a vraiment une fin à un moment donné où tu n'as plus ton mail. Tu mets sur ton profil LinkedIn la fin de cette expérience. C'est une fin d'un truc. Et donc, en vrai, il y a toujours un petit peu, ça peut durer plus ou moins quelques jours ou quelques semaines ou autre. Il y a toujours un moment de, il faut accepter tout ça, repasser par autre chose. Alors, il y a une phase d'excitation parce que tu te dis, waouh, je vais faire plein de trucs, ça va être fou. Et puis de l'autre côté, ton quotidien qui était réglé avec tous les rendez-vous, la sursollicitation que tu as sur des postes comme on a ou autre, et du coup, tu n'as plus rien du jour au lendemain. Et littéralement, il se passe rien. Tu passes de tout à rien. Je sais pas, à 50 ou 100 mails, t'as plus de mail, t'as plus de WhatsApp, t'as plus rien, tu fais ouah. Et ça dure pas longtemps, mais faut se recaler, quoi. Est-ce que c'est un moment de down, du coup? On peut appeler le startup down? Non. En vrai, j'ai eu ce petit moment, pour moi, ça a été un petit moment de me dire, voilà, l'aventure est terminée, chacun maintenant repart un peu à ses envies, la vie continue, quoi. Et j'ai eu ce petit moment, en vrai, qui m'a un peu, je suis assez sentimental, je me suis dit, voilà, c'est une fin, il faut juste l'accepter, tu vois. Oui. Et après, très vite, en réalité, 3 semaines, 1 mois après, j'étais déjà en train de travailler sur le projet Swan, qui est la dernière boîte que j'ai faite, qui m'a pris là encore 6 ans. Mais ça a été 3 semaines, 1 mois après, quoi. Tu vois, donc j'ai pris un peu le temps, je suis allé faire du sport, et puis après, je me dis, ok, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Donc c'est reparti, quoi. Et à ce moment-là, comment tu te dis, justement, je repars? Enfin, c'est quoi, on le voit là, tu as noté en dessous les piliers de l'entrepreneuriat. Ouais, j'en ai identifié plusieurs, je trouve. Pour moi, en tout cas, quand tu veux être entrepreneur, il y a forcément des prérequis. Tout le monde va parler de résilience, mais en vrai, c'est super important. L'endurance aussi, parce que c'est long. Ça prend toujours plus de temps que prévu. Faire un BP, un business plan, ça prend toujours plus de temps que prévu. Des fois, tu arrives au-dessus, des fois, tu arrives en dessous. Souvent, tu arrives en dessous. Voilà. Parfois, tu arrives au-dessus, mais c'est plus au bout d'1 an ou 2, tu vois. Mais donc, voilà, tout prend plus de temps que prévu. Parce que tu bosses pas tout seul. Sinon, tu es freelance. Donc, tu as un collectif, tu as des personnes autour de toi, il faut travailler ensemble. Tout le monde ne travaille pas à la même vitesse, tout le monde ne comprend pas à la même vitesse. Et donc, tout ça, tu es obligé de réajuster. Et il y a un peu de frustration à gérer, quoi. Ouais. Donc, il faut de l'endurance, de la résilience, de la détermination. Beaucoup de détermination parce que y a toujours plein de gens qui vont trouver ça trop cool
ce que tu fais, en disant mais c'est trop bien ce que tu fais. Moi aussi, j'aimerais trop monter ma boîte. Mais en vrai, personne ne va t'aider vraiment. Donc, en fait, tu comptes sur toi. Et quand il y a des vrais moments de difficulté, tu es seul aussi face à ce moment-là. Et puis dans ces moments-là, les mêmes personnes qui disaient c'est trop cool ce que tu fais te disent mais pourquoi tu t'affliges ça? Tu vois? Donc c'est facile de lâcher, quoi, de te dire putain, en fait c'est vrai, peut-être en fait je suis complètement à côté. Tu vois ce que je veux dire? Ah, je sais. C'est du ressenti d'entrepreneur. Donc ça, c'est voilà, il faut gérer toutes ces émotions, en fait, je trouve. Et si vraiment t'as pas, je dirais, un peu ces bases-là qui sont très fortes, qui sont des ancrages en toi, je pense que ça va être compliqué. Tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Je crois pas. Je sais que je vois parfois des podcasts avec d'autres entrepreneurs qui disent différent de ce que je viens de dire. Ma conviction, c'est je pense pas que ce soit un truc qui s'apprend, c'est un truc que tu as en toi. Tu peux développer certaines skills, certaines compétences, c'est sûr. Mais les compétences, c'est pas ça qui va faire le mindset. Hein. Et le mindset de l'entrepreneur, c'est ça qui fait que tu es là dans la durée, en fait. C'est un mode de vie, presque. Et je pense que c'est un truc, tu l'as dans tes tripes ou tu l'as pas, quoi. Mais voilà, après, c'est très binaire, ce que je dis. Hein. Voilà. C'est ton côté ouvert de l'entrepreneur. Et du coup, donc on est sur une remontée avec une première levée de fonds. Donc ouais, Soem, ça a été un projet super. Déjà, ça a été le premier projet que j'ai porté, moi, comme président. Ouais. Avant, j'étais associé, donc il y a une grosse nuance aussi hein, quand on monte des boîtes entre le cofondateur et le président. En vrai, c'est vraiment une grosse différence. Qu'est-ce que tu entends par là? Dans la mesure où, même si tu es associé et que tu peux avoir une forme de gouvernance dedans, à un moment donné, quand tu es le CEO, tu chapeautes un peu l'ensemble. Et donc, tu as quand même une forme d'isolement à certains moments. Même avec tes associés. Ouais. Tu vois. Tu as plus de responsabilité, tu es plus exposé. Il y a plus d'attentes de la part des collaborateurs, de tes associés, de tes investisseurs, de tout le monde en fait. Donc, tu es attendu de tes clients, de tes partenaires. Voilà. Donc, voilà, c'est une exposition qui est différente. Moi, en vrai, je me suis rendu compte au bout d'un an, je me souviens que j'avais appelé Hélène un an après avoir monté la boîte en me disant je pense que c'était le bon moment que j'étais mature, mais je ne m'étais pas rendu compte. Et pourtant, ça faisait un moment déjà, avant de lancer Swan, j'étais dans l'entrepreneuriat. Je ne m'étais pas rendu compte à quel point ça allait être si exposant et si compliqué à gérer. Okay. Tu vois. Voilà. Mais après, en vrai, comme on s'adapte dans la vie. Donc en fait, je me suis adapté, j'ai compris ce qu'on attendait de moi, et puis voilà, je me suis lancé, quoi. Et là, c'est un truc qui a duré quelques années et ça s'est monté en puissance très rapidement parce que vous êtes passé de... Moi, je me rappelle, on se suivait, je suivais ton nombre de salariés, on est passé à 50 en... Super vite. C'est passé hyper vite. On a fait 3 levées de fonds très rapides. Au total, on a levé 5 ou 6 millions d'euros sans la dette. Et on a fini par une levée de fonds auprès de fonds d'investissement. Entre chaque, tu vois, sur le dessin, entre chaque levée de fonds, il y a toujours des moments un peu où ça redescend parce que tu as toujours une euphorie après les levées. Moi, j'ai pas du tout géré mon effort correctement pendant les 6 années, dans le sens où quand tu fais une levée de fonds, tu as toutes ces étapes de roadshow, tu vois, où c'est très énergivore. Tu allais convaincre des gens toute la journée. Et puis pour faire rentrer 10 personnes, tu en as peut-être vu 150. C'est énorme en fait. Et en fait, je me suis remis à chaque fois, dès la levée, à structurer. Et j'ai quand même eu des moments où j'étais assez fatigué, quoi. Donc c'est un peu dans ces moments-là que moi, j'ai eu un peu des petits pics. Puis finalement, qui reviennent où tu dis, OK, je repars sur l'étape d'après ou autre. La troisième levée, là, c'est presque un looping, mais pas complètement un looping. Mais une grosse montée parce que j'étais super content de lever auprès de fonds d'investissement. C'était un peu, je le voyais comme un accomplissement. Parce que lever auprès de BA, auprès de fonds régionaux ou de family office, c'est une chose, mais lever auprès de fonds d'investissement, de VC, quoi, c'est encore un autre game. Et de faire une série A, il y en a peut-être 30 ou 40 par an, tu vois, en France, quoi. Donc j'étais assez fier de moi, de me dire, putain, j'ai réussi ce truc-là. Et c'est vrai que je l'ai vu comme un peu un achievement, en fait, un truc que je me suis dit, OK, ça c'est fait. Et après, il y a eu un gros moment de down, parce que ça a été beaucoup plus compliqué que ce que je pensais. Structurer une boîte de 50 et les attentes qu'on avait sur nous, la pression des fonds et tout, a été beaucoup plus importante que ce que j'avais imaginé aussi. Et qu'est-ce que tu entends par pression des fonds? C'est-à-dire qu'ils te demandent... Il faut délivrer, il faut aller très vite. Il faut atteindre les métriques que tu as dit que tu allais atteindre. Et c'est très compliqué.
tu te retrouves à devoir en fait constamment reporter, mais tu vois, c'est là où c'est assez marrant, c'est-à-dire que souvent les collaborateurs, c'est compliqué de les faire reporter, mais nous, on passe notre vie à reporter. Moi, l'entrepreneur. Ouais, j'ai passé ma vie à reporter depuis des années, parce que j'ai toujours monté des projets avec des investisseurs, et je reporte en permanence. Et puis quand mes reportings ne sont pas assez clairs, je dois défendre ce que je suis en train de faire. Et puis parfois, ce que les gens n'ont pas en tête, c'est qu'il y a un pacte avec, de gouvernance, avec des décisions, on ne fait pas tout ce qu'on veut. Quand tu lèves de l'argent auprès d'un fonds, tu as certains droits qui sont limités, et tu as des décisions sur lesquelles il va falloir argumenter pour faire voter cette décision et qu'elle soit validée. Donc, est-ce que pour toi, l'entrepreneur est libre ? Il est moins libre quand même, tu vois, il est moins libre. Mais après, c'est bien aussi, ça met des garde-fous. Moi, j'ai vraiment des cas dans la boîte où je me suis rendu compte que ça m'avait beaucoup appris aussi d'avoir ces garde-fous, parce que peut-être que j'aurais pris une décision peut-être plus facile que celle que j'ai prise au final, parce que j'ai été beaucoup challengé, tu vois. Mais tu es obligé de développer une posture, c'est vraiment un boulot à ce moment-là, où je me suis dit, ok, je rentre dans une autre dimension de mon poste, là encore, et je me suis rendu compte finalement que j'aimais bien aussi garder le contact avec les partenaires, faire du commerce ou autre. Et ça a été un petit peu un moment assez compliqué pour moi, en fait, toute cette partie-là. Déjà, j'étais très fatigué, ça faisait là à peu près 5 ans. J'ai pas pris de vacances. C'est des choses... Non, mais moi, j'assume, voilà. Il y en a qui vont dire, mais il est fou, le mec. Moi, en vrai, moi, je sais pas comment les entrepreneurs, ils font. Le projet que nous, on a fait, avec l'ambition qu'on a eue, certains vont dire, c'est énorme, d'autres vont dire, c'est pété. Mais quoi qu'il en soit, moi, je sais pas, même avec le recul, comment j'aurais fait si j'avais moins travaillé, quoi. Ouais. Pour donc, toi, il faut travailler non-stop. Non-stop, je sais pas, mais moi, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour arriver à délivrer ce qu'on a fait, j'ai dû beaucoup travailler. Et si j'avais pas travaillé ou moins, on aurait moins délivré. En fait, je vois pas comment on aurait pu délivrer. Ouais. Donc voilà, après, peut-être que c'est encore à chaud ou autre, mais du coup, voilà, donc j'étais quand même assez cramé, quoi. Et ça, on en parle assez peu aussi de ce rapport. Moi, j'ai eu la chance de ne pas frôler de burn-out ou autre, hein, mais il y en a beaucoup qui ont vécu ça. Je crois qu'un de tes invités, là, j'ai écouté son podcast, c'est qui ? C'est Ruben, je crois. Oui, Ruben. Voilà, qui parlait de ça, et c'est très bien, c'est cool hein, qu'on parle de ça, je trouve ça bien. C'est un sujet qui est assez compliqué à aborder, en effet. C'est ça. Mais tu vois, les sujets dont on devrait parler, c'est aussi l'hygiène de vie de l'entrepreneur. Moi, ce qui m'a permis de tenir, c'est que je suis une machine. Quand je dis je suis une machine, c'est j'ai une alimentation de ouf, je fais du sport, je bois peu d'alcool. Enfin voilà, et tout ça, c'est ce qui m'a permis de tenir et de garder un rythme pour pouvoir tenir déjà ce que j'ai fait là sur les 20 ans. Parce que voilà. Et pour tenir la pression, pour tenir l'engagement que ça nécessite en fait de faire ça, quoi. Un corps sain, un esprit sain, quoi. Après, c'est mon rapport aussi au sport, tu vois. Ouais. Mais je pense que c'est super important pour tenir, quoi. Et donc là, on arrive sur une période assez, pour toi, du changement, la revente. Du coup, on est allé jusqu'à revendre la boîte, mais c'est vrai que la fin de l'aventure Swan, elle a été très compliquée. Parce que comme je l'ai dit, nous, on a eu des vraies difficultés avec les fonds. Voilà, on a vécu une relation assez compliquée dans le rapport à la confiance. Moi, je pense que voilà, la confiance, c'est ce qui fait tout. Et on a eu du mal à développer une relation qui était saine autour de ça. Je ne sais pas dire aujourd'hui pourquoi on n'a pas réussi ce truc-là, mais on ne l'a pas réussi. Ce qui nous a amené en fait à rencontrer des vraies difficultés dans le refinancement, dans l'envie de refinancer, de ce que ça impliquait de refinancer, tu vois, auprès des fonds, ce qu'on appelle un bridge concrètement. Si on avait envie de le faire, ce que ça impliquait par exemple pour moi, si je devais rester et repartir pour plusieurs années. Bref, du coup, on est arrivé à se dire, ok, il faut qu'on trouve une solution pour sortir et préserver l'intérêt social de la boîte. On avait la chance, nous, d'avoir des équipes, un produit, des clients, du revenu, des investisseurs, et on avait du temps devant nous, quoi. Donc j'ai décidé à ce moment-là de mettre la boîte en conciliation. Donc c'est un truc qui n'est pas très connu en fait en réalité. Souvent, quand tu arrives à la fin, tu vas au tribunal à la barre et puis voilà, dans le meilleur des cas, tu te fais racheter. Nous, on n'a pas connu ça. On a utilisé les mêmes systèmes en fait que tu peux avoir dans le cadre d'une reprise à la barre du tribunal, mais quelque chose qui est fait en amont qui s'appelle la conciliation. Donc tu vas quand même au tribunal de commerce et là, tu dis à la présidente, tu dois convaincre le tribunal d'engager du temps pour en fait s'assurer que les décisions qui vont être prises vont dans l'intérêt social de la boîte. Et moi, ça me rassurait beaucoup parce que je me suis dit, je ne sais pas si je peux ou pas me prendre la tête avec mon fonds. Ouais. Et l'intérêt social, pour moi, il est vraiment très important, la suite, et que le projet continue, les équipes, le projet continue. Ouais. Et donc, on a fait ça.
ce qui nous a permis de faire une conciliation et de faire du coup une session in-bonis de la boîte. Donc une session in-bonis, c'est comme une session M&A, ce qui nous a permis de faire la vente de l'entreprise, de se faire racheter du coup par un acteur industriel. Donc en revanche, voilà, c'est un looping dans le sens où ça m'a quand même permis de connaître toutes les étapes aussi de la vente d'une boîte, les audits, les due deals, tout ça on en parle très peu, on n'a plus le temps là, mais c'est très compliqué ces étapes-là. Voilà, donc on a permis de faire tout ça. Et puis la boucle est bouclée parce que tu vois, on revient au vélo. Pourquoi ? Parce que je reviens à mes premiers amours. Là, je remonte du coup à liberté, un peu plus de plus de liberté, mais aussi parce que je remonte une boîte. Oui, parce que sinon, c'est pas drôle. Sinon c'est pas marrant. Donc là, du coup, on est en train de monter un projet qui est un groupe. Enfin, c'est plus un projet d'ailleurs, c'est même un groupe. Hein. Donc, je me suis associé avec Jérôme Cousin, qui est mon associé actuel, qui est un ancien coureur cycliste professionnel. Donc lui, il a réussi à faire ce que moi, j'ai pas réussi. Vainqueur sur Paris-Nice, qui a fait le Tour de France, tout ça. Et du coup, qui s'est reconverti à l'entrepreneuriat, qui avait monté un premier projet, qui était une agence de voyage pour particuliers. Et là, en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y avait un truc à faire autour du business et du sport business et du vélo. Donc là, on a monté un groupe qui va adresser une grosse partie de la chaîne de valeur du sport business pour permettre, du coup, aux entrepreneurs de mieux se connecter entre eux, parce que quand tu as une passion commune, c'est plus facile de connecter. C'est plus facile d'aller demander les choses derrière ou autre. Donc l'idée, ça va être de créer des temps forts pour les entrepreneurs, les dirigeants, pour développer du feedback, pour développer du give back, pour permettre de développer des opportunités business autour de la dimension du sport qui compte beaucoup, et notamment du vélo, quoi. Voilà. Donc finalement, on s'arrête jamais. On s'arrête pas beaucoup, et tu vois, c'est un col, donc il y a des montées, il y a des descentes, et ce qu'il faut retenir de ça, c'est que finalement, après chaque montée, il y a une descente. Donc ça veut dire que même quand on pense qu'on est dans le dur, qu'on se pose la question, est-ce qu'on n'arrête pas, qu'est-ce qu'on est en train de faire de monter ce truc, en fait, il y a un moment où on va descendre. Toujours. Et la descente, elle est toujours cool. Tu vois. Si, en vélo en tout cas, je vais dire, tu pédales moins, des fois, voilà, c'est pas mal aussi, quoi. Donc voilà, non, franchement, moi, c'est comme ça que je le vois dans les moments de difficulté, c'est de me dire, en fait, ça va pas toujours être dur. Il y a forcément un moment donné où ça va s'arrêter, où on aura moins mal. Il y a la descente. Merci infiniment. Merci à toi, c'était trop cool. Tu as signé ton petit ticket, et merci à vous tous, chers auditeurs. Suivez-nous directement sur YouTube, sur Roller Coaster Show, et partagez cet épisode autour de vous. Merci, à bientôt.